Salut internet. Vous aviez plutôt aimé regarder la vidéo sur l'histoire bordélique des rois de France et ça tombe bien, j'avais vachement aimé la faire. Donc aujourd'hui on reprend la même chose mais avec les dieux grecs. Et si pour toi la mythologie grecque ça se résume qu'à un vieux temple à Athènes, à un dessin animé Disney ou encore au meilleur jeu de gestion de tous les temps, tu vas voir que c'est bien plus bordélique que ça. Et petit aparté avant de commencer, forcément on n'a pas des milliards de sources de l'époque, c'est il y a plus de 2000 ans, il y a plusieurs versions des mythes selon l'époque, le lieu, etc. Aucune de ces versions n'est au-dessus des autres, et toutes se valent. Donc pour cette vidéo, on va principalement, plus ou moins avec quelques écarts, se baser sur la théogonie d'Hésiode. Une théogonie c'est un récit qui raconte les origines des dieux dans différentes mythologies, et Hésiode c'est un poète qui aurait écrit la plus célèbre théogonie de la mythologie grecque, et j'utilise l'imparfait parce qu'on n'est même pas sûr que ce mec ait vraiment existé. J'ai même pas commencé, tu vois déjà qu'on va se taper une bonne migraine. Une migraine fun, mais une migraine quand même. Au début, il n'y avait que le chaos. Le chaos, c'est pas vraiment un dieu, c'est un élément primordial. Avant lui, il n'y avait rien. Il a pas vraiment de forme, c'est une espèce de désordre, par opposition au cosmos, à l'univers qui lui est dans le bon ordre. Donc voilà, il y a chaos, jusqu'au jour où apparaissent Gaïa, Eros et Tartare. Ouais, ça vient juste de commencer et il y a déjà un dieu qui s'appelle Tartare. Et encore, c'est un dieu bizarre parce que en plus d'être un dieu, c'est un endroit, le Tartare, comme la terre ou le ciel. C'est une partie des enfers où vraiment t'as pas envie de finir. Disons que tous les meurtriers et autres voyous finissent au Tartare après leur mort. Donc voilà, les trois premiers dieux primordiaux, Gaïa c'est la terre, hein, c'est la déesse primaire. Eros, c'est le dieu de l'amour, on dit pas érotisme pour rien d'ailleurs, et Tartare, c'est la cave chelou de tonton GG dans laquelle t'as vraiment pas envie d'aller. Dans la foulée, Gaïa engendre Uranos, le ciel, avec qui elle va faire pas mal d'enfants, mais puisque ça va mener à la partie ultra compliquée sa race de l'arbre, on va pas en parler tout de suite. De toute façon, avant ça, les deux derniers dieux primordiaux débarquent en la personne de Nyx, la déesse de la nuit, et Ereb, le dieu des ténèbres. Ces 5 dieux primordiaux sont donc les parents de tout le reste de la mythologie. C'est une bonne base, pas si compliqué que ça, c'est parfait pour se motiver à rentrer dans le détail. Eros, le dieu de l'amour, il n'a eu aucun enfant. Par contre, c'est le dieu de l'amour, et c'est lui qui souffle aux oreilles de ses frères et sœurs. Eh les chéris, vous devriez essayer de vous amuser, c'est plutôt fun. Nyx et Ereb perdent pas de temps, et sous les conseils avisés de leurs frangins, font plusieurs gosses. Charon, le mec qui te conduit aux enfers, Épiphron, le dieu de la prudence, Héléos, la déesse de la pitié, Héméra, la déesse du jour, et Éther, le dieu de l'ammoniaque. MDR, blague nulle de chimie, non, Éther c'est juste le dieu du ciel, mais attention, du ciel supérieur. C'est-à-dire que t'as le ciel du bas, que toi et moi on touche, on respire, et puis le ciel du haut, celui des dieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nuit a fait crac-crac avec les ténèbres pour donner le jour, la pitié, la prudence, le mec qui fait le taxi aux enfers et le ciel du dessus, parce que le ciel du dessous c'est un petit peu nul quand même. D'ailleurs, dans le lot, Éther et Héméra ont eu une fille, Thalassa, qui est l'équivalent féminin de Pontos, un des fils de Gaïa dont on reparlera tout à l'heure. En tout cas, mon pauvre, le mosaïste t'a bien foiré sur cette image. Enfin, on reparlera de Pontos plus tard, parce que avant de passer à Tartare et Gaïa, il faut que je te parle des enfants de Nyx, qu'elle a pas eu avec son frangin, mais avec elle-même. Alors ça, ouais, il va falloir vous y faire. Autant les relations charnelles sont totalement admises dans la mythologie grecque, hein, c'est cool, c'est encouragé, les orgies c'est le fun, autant faut pas s'étonner de voir des enfants popper comme ça, personne sait trop pourquoi. Donc, Nyx elle a eu en vrac Thanatos et Hypnos, deux frères jumeaux, le premier c'est le dieu de la mort douce et belle, le deuxième c'est le dieu du sommeil, qui d'ailleurs a engendré par la suite les Onéroi, ce sont 1000 divinités qui personnalisent les rêves, et dont le plus connu et le plus noble n'est autre que Morphée. Nyx a eu aussi les Kers, qui sont des divinités plutôt maléfiques, dont le kiff est de parcourir les champs de bataille pour boire le sang des morts et les amener vers les enfers. C'est le fun. D'ailleurs elles sont souvent accompagnées d'un autre fils de Nyx, Moros, qui lui représente la mort violente, le sort implacable, que des choses sympathiques quoi. Elle a aussi eu Némésis, la déesse de la justice, mais attention, de la justice divine. Non, parce qu'il faudrait pas confondre avec Thémis, une des femmes de Zeus, qui elle est la déesse de la justice lambda, et qui est une des filles de Gaïa et Uranos. Tu sais, dans la partie de l'arbre bien trop compliquée pour être abordée pour l'instant. Bref, Némésis quoi. Il y a aussi eu les moires, alors elles je les aime beaucoup. C'est 3 sœurs, les 3 divinités du destin, toujours soudées entre elles. Il y a Clotho qui tisse le fil de ta vie,
Lachésis qui le déroule pendant ta vie, et Atropos qui le coupe à la fin. Et enfin, la dernière fille, Eris, la déesse de la discorde, et non pas du Skype. Ouais, ok, j'arrête. Eris, elle a eu plein de gosses super sympathiques, comme l'anarchie, les tueries, la peine, la faim, les disputes, l'oubli, les meurtres, les mensonges, les combats. Ça devait être extrêmement drôle les repas de famille chez elle. Voilà, ça ce sont les enfants principaux d'Onyx. Mais j'aurais pu t'en citer beaucoup d'autres qu'on lui attribue, genre Apathé, Philotès ou encore Géras, sauf qu'à un moment, il faut qu'on avance dans cette vidéo, alors merci bonsoir, parlons de Tartare et de Gaïa. Certaines versions prétendent que Tartare et Gaïa ont eu 2 enfants, Typhon et Echidna. Sauf que, pour Echidna, on dit aussi que c'est la fille de Phorcys et Ceto, eux-mêmes enfants de Pontos et Gaïa. Donc, on a le choix. Soit Echidna vient d'un inceste entre frères et sœurs, soit... Ah bah non, en fait, dans les 2 cas, ses parents sont frères et sœurs. Bon bah, dans ce cas-là, allez, hop, fille de Gaïa et Tartare comme Typhon, avec qui elle va faire plein d'enfants. Déjà, n'oublions pas que leur père c'est Tartare, c'est donc tout logiquement que Typhon est un être maléfique, souvent représenté comme un serpent à plusieurs têtes, alors qu'au contraire, Echidna, sa sœur et sa femme, est une belle déesse. Non, je rigole, elle a un torse humain, mais le bas de son corps est un énorme serpent dégueulasse. Tu m'étonnes qu'ils ont engendré plein de jolies monstruosités, comme le renard de Thomès, l'hydre de l'air, l'aigle du Caucase, le sphinx, la laie de Chromion, Cerbère, l'Adon, Orthos, le lion de Némée, le dragon de Colchide ou encore la chimère. Et oui, tous ces célèbres monstres sont de la même fratrie. Et c'est avec une grosse émotion, un énorme stress et une très belle appréhension que je vous invite à parcourir avec moi l'arbre principal de cette mythologie, la descendance de Gaïa. Tremblez, pauvres mortels, car votre cerveau va certainement fondre dans les minutes qui suivent. Gaïa a enfanté d'elle-même 3 enfants. Vous connaissez Pontos et Uranos, mais il y a aussi Ourea qui est ma foi très peu intéressant, qui lui-même n'a pas de descendance, donc on va l'éviter tout simplement. Du coup je sais même pas pourquoi je t'en parle, si ce n'est pour remplir un peu plus cet arbre et rendre la vidéo encore plus bordélique bien évidemment. Non, tu sais quoi, intéressons-nous plutôt à Pontos. Pontos est en gros le dieu de l'eau, comme Gaïa est la déesse de la terre. Et là déjà, premier problème. Bon, on m'a toujours dit que ça c'était Poséidon. Alors, oui, mais c'est comme ça. C'est plutôt technique la mythologie. Pontos c'est le dieu de l'eau, Poséidon c'est plus celui des océans, puis tu verras, il y a même des dieux pour les fleuves. Enfin bref, back to the arbre. Pontos a fait 5 enfants avec Gaïa, 5 divinités marines. Phorcys, Ceto, Thomas, Nérée et Eurybi. Tu l'as vu, Phorcys et Ceto se sont mis ensemble. Tous les deux, ils ont déjà fait les Gorgones, qui sont au nombre de 3. On a Euryale et Sténo, les 2 immortels, ainsi que Méduse, qui elle est mortelle et que je mets ici dans l'arbre, parce que tu comprendras, on y reviendra. Les Gorgones ont pour sœur les Grées, que tu connais sûrement. Il s'agit de 2 ou 3 femmes, selon la légende, qui protègent les Gorgones, mais qui n'ont qu'un seul œil et une seule dent à se partager entre elles. Du coup, c'est quand même moyen efficace comme garde du corps, hein, faut être honnête. En plus, elles sont la personnification de l'écume, donc bof leur attribut marin. Sinon dans la fratrie, selon certaines légendes, on a aussi l'Adon, mais vu qu'on a décidé de le mettre dans la fratrie d'Echidna et de Typhon, on va pas le remettre ici, hein. Ce qui nous laisse la nymphe Toussa, qui me pose un énorme problème, parce qu'elle a eu une relation avec Poséidon, qui lui est vachement plus loin dans l'arbre, et honnêtement, j'ai tout tenté, impossible de les relier, donc magie, voilà Poséidon avec tout ça. Et de leur amour naquit un des monstres les plus célèbres à mes yeux, le cyclope Polyphème, qui notamment enferma Ulysse dans sa caverne, hein, tu connais le mythe avec les moutons, tout ça. Et c'est tout pour Phorcys et Ceto. Thomas lui s'est mis avec une océanide du nom d'Electre, et pour comprendre ce qu'est une océanide, il faut qu'on se déplace vers Océan et Thétis, 2 des enfants de Gaïa et Uranos. Ils sont tous les 2 des titans et ont fait au moins 6000 enfants, 3000 océanides et 3000 potamois. Alors je sais que ça se prononce potamoy, mais c'est quand même sacrément drôle de dire qu'il y a 3000 potamois, hein, je me sens beaucoup moins seul d'un coup. Ces derniers sont les dieux fleuves, tandis que les océanides sont des déesses marines. Et l'une d'entre elles, Electre, est donc la femme de Thomas. Ensemble, ils ont enfanté Iris, Arcée, ainsi que toutes les harpies. Personnellement, j'aime beaucoup les 2 sœurs Iris et Arcée, je t'explique pourquoi. Tu le verras tout à l'heure, Gaïa et Uranos ont enfanté entre autres des géants et pas mal de titans. Parmi ces titans, Chronos et Rhea, les parents de quasiment tous les dieux qu'on appelle olympiens, parce qu'ils vivent sur l'Olympe tout simplement. Donc Zeus, Poséidon, Hadès, Hestia, Héra et Déméter. Bon, et à un moment, Zeus se met en guerre contre tous ces titans. C'est ce qu'on appelle la titanomachie. D'un côté, les Olympiens, aidés des Cyclopes et des Hécatonchires, et de
l'autre, les titans. Et si je te raconte ça maintenant, c'est parce que Arcée est devenue la messagère des titans pendant cette guerre. Et donc par opposition, sa sœur Iris, la déesse arc-en-ciel, est devenue la messagère des Olympiens et plus particulièrement d'Héra. Un petit peu comme Hermès, qui est aussi le messager des dieux. D'ailleurs, on l'appelle déesse arc-en-ciel parce qu'on disait justement que les arcs-en-ciel montraient le passage d'Iris qui était porteuse d'un message. Nérée, lui aussi, s'est foutu avec une océanide, Doris, avec qui il a eu les 50 Néréides. C'est encore d'autres nymphes marines, dont la plus connue, Thétis, est la mère d'Achille, et dont une des sœurs, Galatée, est d'ailleurs l'amoureuse du cyclope Polyphème. Enfin non, en vrai c'est lui qui est amoureux de Galatée, elle est moyen chaude. Hein. Et honnêtement, on la comprend. Des enfants de Pontos et Gaïa, il ne reste donc plus que Ribie, la vaste violence. Elle se mit avec un titan, Cryos, avec qui elle eut 3 autres titans, Astréos, Pallas et Persès. Astréos s'enivre d'une autre titanide, Eos, que je place à la fois ici, mais aussi là-bas. Sa vraie place dans l'arbre. Encore une fois, il est grand, c'est compliqué, il faut faire des concessions. Eos. De cet amour naissent les 4 divinités du vent, à savoir Notos, Euros, Zéphyr et Borée. La femme de Zéphyr est une des seules harpies dont on connaît le nom, Podarge, qui se change en jument et avec qui Zéphyr aura 2 enfants chevaux immortels, Xanthos et Balios. Ouais, 2 enfants chevaux qui peuvent pas mourir et qui sont d'ailleurs offerts à Achille pour conduire son char. Achille, fils de Thétis, héros de la guerre de Troie, tout est lié finalement. Borée, le vent du nord, a lui une fille, Chionée, la déesse de la neige, qui elle-même se met avec Poséidon un moment pour enfanter Eumelpos. La complexité. D'ailleurs, en plus de correspondre chacun à un point cardinal, ils sont aussi tous les 4 associés aux 4 saisons, et non pas aux 4 fromages. Et oui, super blague de pizzaiolo. Ok, Pallas lui se met avec une océanide, Styx, avec qui il a Kratos, la puissance, Zélos, la rivalité, Bia, la force, et Nike, la victoire. Et oui, petite anecdote, la marque Nike s'est clairement inspirée de cette déesse. C'est plutôt la classe. Persès, quant à lui, a eu Hécate, la déesse de la lune, avec Astéria, une titanide, elle-même fille de Céos et Phébé, 2 des titans engendrés par Gaïa et Ouranos. Et d'ailleurs, tu sais quoi, puisque je te parle d'eux depuis tout à l'heure, on va tous les nommer maintenant, comme ça c'est fait. Donc, d'abord, Gaïa et Ouranos ont engendré 3 cyclopes, Brontès, Stéropès et Argès, mais aussi 3 hécatonchires, Briarée, Kotos et Gigès. Les hécatonchires, ce sont des espèces de monstres à 100 bras et 50 visages, plutôt fun. Après ça, Gaïa et Ouranos ont fait 6 titans et 6 titanides, à savoir Cryos, Céos, Phébé, Océan, Thétis, Mnémosyne, Thémis, Chronos, Rhea, Japet, Théia et Hyperion. Leur histoire est assez folle. Ouranos, le papa de la fratrie, avait très peur des cyclopes et des hécatonchires. Tu m'étonnes. Du coup, il les enferme au fin fond du Tartare, ce qui plaît moyen à Gaïa. Bon, il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, le ciel Ouranos est collé à la terre Gaïa et la féconde en continu. Il n'y a aucune place entre les deux. Elle enfante donc à l'intérieur d'elle-même et on la comprend, elle se sent à l'étroit et elle se vénère. Elle demande donc à ses enfants titans d'agir et de se rebeller contre papa Ouranos. Chronos est le seul à avoir les balls là où son père n'en a plus, puisque avec l'aide de quelques frères et sœurs, des cyclopes et des hécatonchires, il va couper celle de son père. Alors forcément ça fait mal, et pour se venger, Ouranos prédira à Chronos que son fils le trahira comme lui l'a trahi. C'est stylé comme prédiction, mais il a quand même une caquette en moins. Et avec le sang de cette blessure, Gaïa engendra les géants, les Méliades et les Irini. Le poète Hésiode raconte qu'Aphrodite aussi est née comme ça, mais pour le coup on va plutôt écouter Homère et la placer un petit peu plus tard dans l'arbre. Bref, Chronos devient un peu le maître des dieux, hashtag chronomètre. Hashtag humour. Et pour l'anecdote, lui aussi avait peur des cyclopes et des hécatonchires qu'il renvoya dans le Tartare après la baston. Vachement reconnaissant le mec. Mais voilà, tu connais l'histoire générale des titans, et avant de passer à Zeus et à tous les copains de l'Olympe, parlons un petit peu de leurs descendants aux différents titans parce que c'est super intéressant. On l'a vu avant, Astéria est donc la fille de Céos et Phébé, et la légende raconte que Zeus, toujours lui, était très amoureux d'elle, mais qu'elle, moyen quoi. Elle se serait transformée en caille et se serait enfoncée dans l'océan pour se planquer, formant l'île d'Astérie. Sauf que Zeus, s'il peut pas avoir Astéria, pas grave, il aura sa sœur Leto, à qui il fait 2 enfants bien connus, 2 des dieux olympiens, Apollon et sa sœur jumelle Artémis. Après Zeus, Apollon est pour moi le dieu le plus badass. Je veux dire, le dieu de l'art, de la poésie, de la musique, de la beauté, de la lumière. C'est un beau gosse. Et forcément, il a eu plusieurs enfants, dont par exemple Asclépios, le dieu de la médecine, ou encore Aristée, un dieu qui est relié à l'agriculture, dont, fun fact marrant, l'unique sanctuaire a été retrouvé dans la ville de Hyères, en France. De son côté, Artémis est la déesse de la nature et de la chasse, et elle déteste le mariage. Genre vraiment, à tel point qu'elle demande à Zeus de la laisser vierge pour toujours. Jusqu'au jour où elle est tombée sur Endymion, un roi bien BG, faut l'admettre, avec qui elle accepte de passer une seule et unique nuit, et mon dieu,
Dieu, ce qu'il a été productif le bougre, puisque de cette nuit naîtront les 50 premières Amazones. Et puisqu'on parle d'Artémis, n'oublions pas que l'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité n'était autre que son temple, le temple d'Artémis, qui se trouvait à Éphèse, en Turquie. Il existe plus de nos jours, mais c'était un mastodonte pour l'époque. En plus, regarde le genre de statue d'Artémis qu'on y a retrouvé. Et oui, tous ces trucs sont des saints. Remontons voir les autres titans et je vais aller un peu plus vite. On l'a déjà vu, mais Océan et Thétis ont eu des milliers d'enfants entre Océanide et Potamoï. Puis on a Mnémosyne, titanide très intéressante puisqu'elle représente la mémoire et que c'est elle qui aurait inventé la parole et qui aurait nommé toutes les choses sur Terre. C'est donc grâce à elle qu'on peut s'exprimer. Mnémosyne est une énième maîtresse de Zeus avec qui elle enfanta les 9 muses qui ont chacune un domaine artistique de prédilection. En vrac, il y a Euterpe pour la musique, Terpsichore pour la danse, Polymnie la rhétorique, Melpomène la tragédie, Calliope l'éloquence, Erato la poésie, Thalie la comédie, Clio l'histoire et Uranie l'astronomie. Maintenant, tu te souviens de Thémis, la déesse de la justice de bas étage? Enfin, en tout cas, pas de la justice divine comme Némésis. Eh ben, bingo, c'était aussi une des femmes de Zeus. Le mec a fait la guerre aux titans, mais a quand même eu 2 maîtresses parmi eux. D'ailleurs, tu sais quoi? Parlons de cette guerre maintenant, la fameuse titanomachie que j'ai abordée très brièvement plus tôt. Tu te souviens de la prédiction d'Ouranos envers Chronos, juste après s'être fait émasculer? Bon ben, dans le doute, Chronos il voulait pas qu'un de ses enfants prenne sa place. Donc à chaque fois que sa femme Rhea enfantait un dieu, eh ben il le mangeait, tout simplement. Donc Poséidon, Déméter, Héra, Hestia et Hadès, hop, dans le bide de leur père, jusqu'au jour où Gaïa a dit à Rhea: écoute ma poulette, le prochain là, planque-le, je sens qu'il peut faire de grandes choses. Et bien entendu, Rhea écouta sa maman, elle cacha le petit Zeus dans une grotte où à tous les coups il fut élevé par des chèvres et des nymphes, et au lieu de présenter le petit Zeus à Chronos pour son repas habituel, elle lui fila une pierre qu'elle avait enroulée dans des linges de bébé. Et puisqu'il était quand même le big boss des dieux, il ne fit même pas la différence et goba le caillou en pensant manger son fils. Ah, on était bien perché quand même dans les légendes. Bref, quand il fut grand, Zeus libéra les Hécatonchires et les Cyclopes du Tartare pour se fight contre son père, qui à ce moment-là, à cause de Rhea qui lui file un vomitif, vomit littéralement les frères et sœurs de Zeus. Du coup Zeus, il est plus tout seul, il a ses frères et sœurs en mode Power Rangers, et il s'attaque aux 12 titans, d'où le nom, la titanomachie. Il finit par gagner et balance tout ce beau monde au fond du Tartare, et il fait garder l'entrée par les Cyclopes et les Hécatonchires. Et c'est comme ça que Zeus devint le nouveau Big Boss. Bon après il y a bien eu la gigantomachie quand il a dû affronter tous les géants, mais on verra ça dans une autre vidéo. Revenons-en à Thémis. Avec Zeus, elle a eu de quasi sûrs Astrée et les Heures, un groupe de 3 déesses. Ensuite, continuons à nous balader parmi les enfants de Gaïa et Ouranos, on a donc les Hécatonchires, les Cyclopes, les géants, mais aussi les Méliades, des nymphes qui auraient élevé Zeus quand il était petit et caché, et enfin les Érini, qui à l'inverse des Méliades sont plutôt des divinités persécutrices. Clairement, il valait mieux rencontrer une Méliade qu'une Érini. Ensuite on continue, on a Chronos et Rhea, mais puisque titanomachie oblige, c'est un petit peu les restats de la suite de l'arbre. Finissons vite de parler de leurs derniers frères et sœurs titans. En premier, Japet, l'époux de Clymène, une océanide. J'adore parce qu'à ce stade de la vidéo, on a complètement accepté le full inceste de cet arbre. Alors qu'en vrai, en tant qu'océanide, Clymène est la fille du frère de Japet. Le mec se marie quand même avec sa nièce. Alors ok, c'est moins chelou que tous ses frères et sœurs qui se mettent ensemble les uns avec les autres, mais quand même. Bref, ils sont connus pour avoir enfanté des noms très importants du panthéon grec. Prométhée, Atlas, Épiméthée et Ménétios. Bon ok, j'avoue que les 2 derniers je les connaissais pas, mais Prométhée et Atlas quand même. Atlas, après la titanomachie, est un des rares titans à ne pas avoir été condamné par Zeus au Tartare, mais plutôt à porter en permanence la vouste céleste sur le dos. Prométhée, lui, est vu comme un traître aux yeux de Zeus et des Olympiens parce qu'il aurait offert aux hommes le feu sacré, à savoir l'intelligence et la connaissance. Pour cette trahison, Zeus l'enchaîne à vie en haut du mont Caucase. C'est plutôt tranquille comme punition, tu trouves ? Ça c'est parce que je t'ai pas précisé que tous les jours, l'aigle du Caucase venait lui manger le foie, qui se reformait chaque nuit. La belle torture perpétuelle. Et petite anecdote, c'est Héraclès, la version grecque d'Hercule, qui viendra le libérer pendant ses 12 travaux. Et heureusement, plus tard dans la légende, Zeus devient super pote avec Prométhée parce que ce dernier lui aurait annoncé que le fils hypothétique qu'il aurait eu, s'il s'était mis avec Thétis, la mère d'Achille, aurait été plus puissant que lui. Enfin bref, c'est compliqué, mais en tout cas ils deviennent potes après. J'aime aussi beaucoup Épiméthée, le frère de Prométhée. C'est lui qui a créé tous les animaux. Il a mis tellement de cœur à l'ouvrage que quand il eut fini, il avait plus aucune idée pour les hommes qui se retrouvèrent tout nus et tout chétifs, des bons gros fragiles. D'ailleurs ça vient de là, Épiméthée ça veut dire celui qui ne réfléchit qu'après avoir agi. Bref, pour le remercier d'avoir créé tous les animaux, Zeus lui offre comme épouse la toute première mortelle, Pandore. Et comme cadeau, tous les dieux donnent à Pandore des super qualités, sauf Hermès, ce petit filou qui lui offre la curiosité. Bon, on connaît tous l'histoire, patatras dans le scénario divin, les dieux offrent à Pandore une boîte, qui était plutôt une jarre
en fait dans les faits, la fameuse boîte de Pandore, dans laquelle ils ont enfermé tous les maux, toutes les souffrances, toutes les douleurs de l'humanité, et on sait tous ce qu'elle a fini par faire, hein, la couillonne de Pandore. Je ne la remercie absolument pas. Il est quand même à noter que Épiméthée et Pandore sont les parents de Pyrrha, la femme de Deucalion, les deux seuls survivants du déluge. Parce que oui, dans la mythologie grecque, il y a aussi eu un déluge. Hein. Mais encore une fois, ça, on pourra en reparler dans une autre vidéo, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est pas le thème du jour. Bon, que dire de plus? Ah si, peut-être qu'en plus d'être connu pour porter le monde sur ses épaules, Atlas a eu des enfants avec Pléioné, une océanide, et notamment les Pléiades, un groupe de déesses bien cool, mais aussi Ias et ses sœurs les Iades, et surtout les Hespérides. Les fameuses Hespérides qui ont pour tâche de garder l'arbre sur lequel poussent les pommes d'or qu'Héraclès doit voler pendant l'un de ses 12 travaux. Et enfin, la dernière fille d'Atlas porte le même nom qu'un des satellites naturels de Saturne, qu'un type de musique antillais, que le bateau du commandant Cousteau ou encore qu'une méchante de Marvel, la belle Calypso, celle qui a envoûté Ulysse pour qu'il passe 7 ans de sa vie à ses côtés, alors que lui il voulait juste se tailler pour rentrer chez sa femme et son fils. Elle est quand même un poil possessive la Calypso. Et on arrive au dernier titan d'Uranos et Gaïa, Theia, qui a quasiment le même nom qu'un personnage de Yu-Gi-Oh! Et Hyperion, qui a inspiré une carte Yu-Gi-Oh! Du même nom. Ouais, désolé, c'est ma passion pour Yu-Gi qui ressort de temps en temps. Bref, Theia et Hyperion sont les parents d'Eos, la déesse de l'aube, dont on avait déjà parlé tout à l'heure, hein. Tu sais, la femme d'Astréos. Ils sont aussi les parents de Séléné, déesse de la lune, et Hélios, dieu du soleil, qui, hey, lui aussi, a inspiré une carte Yu-Gi-Oh! Ça devient flippant quand même la proximité de ce jeu de cartes et de la mythologie grecque. Séléné aurait eu comme amoureux Eumolpos, fils de Poséidon, mais on dit qu'elle a eu aussi comme mec Pan, Zeus ou encore Eudymion. Et est-ce que tu me crois? C'est un complot. J'ai l'impression que chaque dieu a son équivalent en carte Yu-Gi-Oh! C'est trop cool. Hélios, lui, a eu moultes et moultes enfants. En vrac, Pasiphae, Lampétie, Phaétus, les Héliades, Phaéton, Éthès, Persès, Augias ou encore Circé. Voilà. Fini, done, basta. Enfin, je veux dire, voilà, fini, done, basta, pour toute la partie de l'arbre qui ne concerne pas Chronos et Rhea. Donc parlons d'eux, justement. Je te rafraîchis. Chronos, Rhea, Poséidon, Hestia, Hadès, Déméter, Héra, Zeus. Tiens, et en passant, Chronos, à un moment, il est en kiff sur une océanide, lui aussi, Philyra, et pour lui plaire, il se change en cheval, et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, en l'occurrence, ça fait Chiron, le seul centaure immortel, et surtout, le seul centaure sage. Bah oui, tous les autres centaures étaient de grosses brutes, lubriques et violentes. C'est même lui qui forme plein de héros, comme Achille ou Héraclès. Et d'ailleurs, pendant une guerre, Héraclès blesse Chiron avec une flèche empoisonnée au sang de l'hydre de Lerne. Chiron souffre tellement le martyr qu'il implore les dieux de lui retirer son éternité afin de mourir. Bravo Héraclès, hein, bravo. Ok, on peut descendre dans l'arbre. Poséidon et Méduse. Voilà pourquoi j'avais mis Méduse à ce niveau-là de l'arbre. En fait, avant d'être une gorgone, Méduse était une nana plutôt normale, fille de Phorcys et Céto, certes, mais pas une gorgone quoi. Et puis un jour, Poséidon la repère et la viole dans un temple dédié à Athéna. Athéna, elle apprécie moyen quand même, c'est une déesse vierge et elle interdit toute forme de sexualité dans son temple. On la comprend, hein, et donc bien évidemment elle punit Poséidon pour son acte. Mais non mon gars, c'est la mythologie grecque. Bien sûr qu'Athéna punit Méduse qui vient de se faire violer, je te le rappelle, en la transformant en gorgone alors qu'elle était enceinte. Ce n'est qu'une fois que Persée tranche le cou de Méduse que ses deux enfants jaillissent de sa tête, Pégase et Chrysaor. Pégase, tu connais, hein, c'est le cheval ailé au service de Zeus, et Chrysaor est un géant qui se met en couple avec Callirhoé, une énième océanide, et avec qui il aura un fils, le géant Gérion, qui a la petite particularité d'avoir 3 corps, ou en tout cas 3 têtes. On continue, Hétra c'est le nom d'une jeune femme qui, après un sort, devient très amoureuse d'Égée, roi d'Athènes, qui semble être stérile parce qu'il n'arrive pas à obtenir de descendants mâles. Et puis un soir, les deux amants ne font qu'un, sauf que dans la même soirée, Hétra tombe sur Poséidon, avec qui elle s'amuse bien aussi. Et puis bim, 9 mois plus tard, le fameux Thésée est là, et on sait toujours pas trop qui est son père. Bon, heureusement, ça l'a pas empêché d'être le grand héros qui libère le monde du Minotaure, qui hante le labyrinthe de Dédale sur l'île du roi Minos. Mais est-ce que tu sais que Thésée, c'est un petit con? S'il a réussi à ressortir du labyrinthe, c'est parce qu'Ariane, la fille de Minos, est tombée amoureuse de lui. Elle lui a donné en douce une bobine de fil et l'épée de son père, en échange de l'embarquer avec lui dans sa fuite et de l'épouser. Thésée accepte, tue le Minotaure, s'enfuit en bateau avec ses hommes et Ariane, pour finalement l'abandonner sur une île déserte parce que la flemme quoi. Non mais franchement, c'est dingue. Entre ça et Méduse qui
se fait violer puis punir, ça date pas d'hier toutes ces histoires. Toute la culture de la soumission de la femme, c'est pas du tout un délire moderne. Bref, mis à part ces écarts avec entre autres Méduse et Hétra, Poséidon a bien une femme officielle, en la personne d'Amphitrite, une Néréide, donc entre autres une des tantes d'Achille. Achille est donc le neveu de Poséidon. On s'en fout, mais je trouvais ça marrant. Le couple Poséidon-Amphitrite aura 3 enfants, Rhodée, Benthésécimée et le plus connu, Triton. Rhodée est connue pour être notamment l'une des compagnes d'Hélios. Benthésécimée, en plus d'avoir un nom un petit peu moche quand même, est pas masse intéressant. Et Triton, par contre, avant d'être de nos jours une espèce de salamandre, c'était l'équivalent d'un centaure de l'océan. Un beau mec sur un corps de serpent de mer. Triton est aussi le papa de Pallas, la meilleure copine d'enfance d'Athéna, que cette dernière tua accidentellement d'ailleurs, les boules. Et parmi la ribambelle d'autres enfants qu'a eu Poséidon, on peut citer le chasseur Orion, ou encore Charybde, une jolie jeune fille qu'il a eu avec Gaïa, sa grand-mère. C'est glauque. Tu m'étonnes en tout cas que Charybde n'était pas normale. Elle se mit à voler des animaux et à les manger. Zeus il a pas vraiment kiffé, et pour la punir, il la transforme en un gouffre marin qui avale tout ce qui passe. Tiens, et Orion m'a permis d'apprendre un mot que j'ignorais, catastérisation, c'est quand un être se transforme en étoile ou en constellation. Comme lui justement, avec la constellation qui porte son nom. Hestia, la sœur de Poséidon, est peut-être la moins connue des Olympiens. Et pour cause, quand Poséidon est le dieu des océans, Hestia est juste la déesse du foyer familial. Génial. Bon, je me moque bien évidemment, mais à l'époque elle était méga respectée. C'est la plus âgée de la fratrie, elle avait fait vœu de célibat et n'a donc jamais connu d'homme ou de descendance. Ce qui nous amène à Hadès, le dieu des morts. Si Zeus règne sur les cieux, Hadès règne sous la terre, et notamment sur les enfers et le Tartare. On ne lui connaît pas de descendance, mais on sait que son épouse était Perséphone, qu'il kidnappa. Alors, jusque-là, normal, hein, on commence à comprendre que c'est le délire à cette époque. Ce qui est moins normal, c'est que Perséphone est la fille de Zeus et Déméter, les frères et sœurs d'Hadès, sa femme qui l'a kidnappé, et donc sa nièce. Et attends, c'est pas tout, il y a pire que ça, Perséphone a bien eu une fille, Mélinoé, mais pas avec Hadès, hein. Non, c'est Zeus qui un jour s'est levé en se disant que, quand même, sa fille elle était plutôt canon, il s'est transformé en son frère pour aller donc féconder sa propre fille, qui était aussi sa nièce. Voilà, c'est la mythologie quoi. Et puisqu'on parle de Déméter, la déesse de l'agriculture, il faut savoir qu'en plus de Zeus, elle a eu une aventure avec Poséidon, avec qui elle a eu comme enfant un cheval immortel, Arion, mais elle fricota aussi avec Iasion, le fils de Zeus et d'Électre. Mais attention, pas Électre l'Océanide, femme de Thomas qui a notamment fait les harpies. Non, Électre la Pléiade, fille d'Atlas. Déméter a donc fait un enfant avec le fils de son ancien mec qui n'est autre que son frère. C'est compliqué hein, ouais je sais. Cet enfant s'appelle Plutos, est le dieu de la richesse et son grand-père est certes l'ex de sa mère, mais aussi son oncle, puisque c'est le frère de... Ouais, on va enchaîner, hein, ce passage est un petit peu long je trouve aussi. Zeus a eu beaucoup d'aventures. Je vais donc te citer ses principales conquêtes. Avec Alcmène, une simple mortelle qu'il viole en se faisant passer pour son propre mari, il enfante Héraclès. Avec Danaé, une autre mortelle qu'il viole cette fois-ci en se transformant en pluie d'or, il enfante Persée. Avec Europe, encore une mortelle qu'il viole cette fois-ci en se transformant en taureau, il enfante Minos, Sarpédon et Rhadamante. D'ailleurs, Minos est le mari de Pasiphae et eurent ensemble la fameuse Ariane, ainsi que Phèdre, la femme de Thésée. Mais oui, c'est fou, je te résume. Poséidon offre un taureau à Pasiphae. Elle fait des trucs chelou avec et accouche du Minotaure. Minos le fout dans un labyrinthe. Thésée débarque en mode oh, moi je suis le boss, je vais tuer le Minotaure. Je sais pas s'il avait cette voix là, mais bon, je me l'imagine comme ça. Ariane tombe amoureuse, l'aide à en sortir. Thésée fait le bâtard en abandonnant Ariane pour finalement se marier avec sa sœur. Phèdre donc, qui est aussi la demi-sœur d'une bête issue d'une relation extra-conjugale entre sa mère et un taureau. Promis, c'est pas la dernière histoire aussi tirée par les cheveux. Oh que non. On va finir avec la naissance de Dionysos, vous allez voir, c'est une tuerie. Mais avant ça, Métis, la déesse de la ruse, mais aussi la première femme de Zeus, alors qu'elle était enceinte d'Athéna, Ouranos et Gaïa, les grands-parents de Zeus, lui disent de faire gaffe à son futur fils, parce qu'il le détrônera. Zeus y prend peur et il avale Métis. Mais Métis n'est pas la déesse de la ruse pour rien, elle survit à l'intérieur de Zeus pendant un temps, tout comme Athéna. Du coup, il y a quand même du monde dans son corps, hein, ça fout une énorme migraine à Zeus, qui demande à Héphaïstos, le dieu du feu, des forgerons, de lui taper sur la tête. Il n'y avait pas de Doliprane à l'époque. Et paf! C'est comme ça qu'Athéna sort de la tête de son propre goddamn père. Et le délire, c'est qu'elle est déjà adulte, avec ses armes, son armure, la totale. Athéna, pour info, c'est la déesse de la sagesse, de la guerre stratégique, de l'enseignement, quoi. Et puisqu'on parlait d'Héphaïstos, parlons des enfants de Zeus et d'Héra. Parce que, quand même, c'est THE couple divin. Même si Héphaïstos est engendré par Héra sans l'aide de Zeus, hein, histoire de lui montrer qu'elle a pas besoin de lui pour gérer, et surtout parce qu'elle était vénère que Zeus enfante Athéna tout seul. Sauf que, tu te souviens, Zeus a deux
demandé à Héphaïstos de l'aide pour enfanter Athéna. Sauf qu'Héphaïstos a été enfanté pour se venger de la naissance d'Athéna. Tu le sens là, le cycle impossible, mais oh my god quoi. Sinon, Héra et Zeus ont eu plein d'enfants, les plus connus étant Arès, le dieu de la guerre sanglante, Hébé, la déesse de la jeunesse, ou encore Illiti, la déesse de l'accouchement. Rassure-toi, on arrive quasiment à la fin de cet arbre, ou en tout cas de la partie de l'arbre que j'ai voulu mettre dans cette vidéo. Il nous reste à parler de la lignée de Dionée et de Sémélé. Dionée est la maman d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la sensualité, et ok, on peut se le dire un petit peu du cul aussi. Aphrodite a eu un enfant avec Hermès, qui s'appelle Hermaphrodite. Ils sont pas allés le chercher très loin son nom. Au début de sa vie, Hermaphrodite est un garçon, mais il se fusionne avec Salmacis, une nymphe qui voulait de lui, mais lui il voulait pas, hein. C'est un espèce de viol dans l'autre sens. Mais tant pis, c'est comme ça, il se retrouve moitié homme, moitié femme. Aphrodite est plus ou moins considérée comme la femme d'Héphaïstos, mais il y a aucune trace de descendance. Par contre, sur un autre plan, Héphaïstos aurait essayé de violer Athéna, qui voulait pas de lui. Il finit par jouir sur la jambe d'Athéna, qui s'essuie son machin, jette la semence par terre, et paf, naissance d'Érictonios, un des rois légendaires d'Athènes. T'imagines, tu racontes ça à tes gosses, comment t'es né? Par contre, Aphrodite a eu des enfants avec un autre de ses cousins, ou de ses frères, je sais plus trop, Arès. Qui sont les enfants de ce couple? Bon, ça c'est une question un petit peu floue. Certains parlent d'Eros, l'équivalent grec de Cupidon, d'autres de Déimos et Phobos, les dieux de la peur, et d'autres encore d'Harmonie, une déesse. Et puisque toutes les versions se valent, je vous laisse choisir votre préféré. Par contre, ce que je sais, c'est que la dernière histoire dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est la naissance de Dionysos, parce que je t'assure que c'est un beau bordel. Je te résume. Zeus, il a eu d'un côté Arès avec Héra, et Aphrodite avec Dionée. Eux deux, Arès et Aphrodite, ont eu Harmonie. Et Harmonie, avec le roi Cadmos, a enfanté Sémélé. Sémélé est donc l'arrière-petite-fille de Zeus. Jusque-là, pas de problème, c'est très clair. Sauf que, papy de Zeus, bon, on l'a compris, c'est un gros chaud lapin bien dégueulasse. Et il fait comprendre à tout le monde que la petite Sémélé, il en ferait bien son 4 heures. Sa femme Héra est absolument pas d'accord, hein, on la comprend quand même un minimum. Elle demande donc à Zeus d'apparaître devant Sémélé sous sa forme divine. En fait, il faut comprendre que quand un dieu se montre à un mortel, il ressemble à un homme beau gosse certes, mais à un homme quand même. Leur forme divine qu'ils ont en permanence dans l'Olympe, elle est tellement waouh que ça tue sur le champ n'importe quel mortel, tellement ils sont choqués. Mais bon, Zeus a promis à Héra, donc voilà, il se montre à Sémélé sous sa forme divine, et elle se désintègre sur le champ, une espèce de combustion instantanée. Zeus arrive quand même juste à temps à extraire de son ventre le bébé qu'elle attendait, à savoir Dionysos. Et puisque c'est pas assez dingo comme ça cette histoire, il sait pas trop quoi en faire du bébé de Dionysos, alors il le stocke dans sa cuisse. Voilà, parce que pourquoi pas en même temps, les gars, le temps qu'il grandisse quoi, dans sa cuisse. Et une fois adulte, Dionysos, qu'on connaît surtout comme le dieu du vin tout le temps bourré, bah c'est surtout un fils tout mignon et attentionné. Il ira de lui-même au fin fond des enfers pour récupérer sa mère et l'emmener en haut de l'Olympe pour qu'elle devienne immortelle. Et puis surtout, c'est pas vrai l'image qu'on a de lui, hein, d'un gros plein de soupe tout le temps ivre. En fait, cette image correspond à un de ses potes, Silène. Allez, moi je propose qu'on s'arrête là pour cet arbre gigantesque. C'est un tel plaisir pour moi de faire ce genre de vidéo, vous n'avez même pas idée. Je tenais à remercier infiniment la chère Manon qui tient la chaîne C'est une autre histoire et qui a fait une thèse sur Athéna. Autant vous dire que niveau relecture, c'était plus ou moins la mieux placée de mes connaissances. Donc merci beaucoup Manon, merci à toi pour toutes tes remarques. Et d'ailleurs, foncez découvrir sa chaîne hein, si vous connaissez pas. Elle parle notamment de plein de mythes que j'aborde dans cette vidéo avec un humour mais à mourir de rire. Sinon, si vous avez encore du temps devant vous, n'hésitez surtout pas à me proposer en commentaire des généalogies ou des mythologies bordéliques que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Allez, abonnez-vous, activez la cloche et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.